Salut Aurélie, Salut Greg. bon, on est ravis de te recevoir aujourd'hui. Merci. Tu es la plus expérimentée des courtières de la vie. Ça fait combien de temps que tu es courtière? Ça va faire 8 ans. Si tu peux nous dire en une phrase ton métier. Aujourd'hui, mon métier, c'est d'aider un maximum de personnes à pouvoir acquérir un bien, à réaliser un projet de vie, en les aidant à obtenir un financement. Ça fait combien de temps là que t'es arrivée chez toi? Ça va faire bientôt 2 ans. Ça passe vite. Ouais. Tu peux nous raconter ton parcours, qu'est-ce qui t'a emmené à devenir courtière? J'ai travaillé en banque pendant 14 ans, sur 2 réseaux bancaires différents, et à un moment donné, j'avais fait un peu le tour de mon métier, de ce qu'on me proposait en interne. Tout ce qui concerne l'immobilier, c'est ce qui me plaisait en fait dans mon métier. Et dans le réseau bancaire dans lequel je travaillais, on nous a dit l'année prochaine, c'est pas la priorité, on veut faire de l'assurance. C'était pas ce que je préférais dans mon métier. Je travaillais beaucoup avec les courtiers, comme je faisais beaucoup de dossiers immobiliers, donc je suis partie sur le courtage. Bon, le déclic, c'est fallait proposer d'autres choses à tes clients et toi, ce que t'aimais, c'était de faire du prêt. Ouais, c'est ça. Puis j'avais envie de m'orienter sur autre chose au niveau de ma carrière bancaire, que j'ai sauté le pas. Tu t'es tout de suite lancé indépendant ou t'as été salarié? Non, j'étais indépendante également. T'as eu peur? Un peu. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais mon mari qui m'a soutenue en disant, bah, c'est le moment de le faire. Donc, aucun regret. Aucun regret. En 8 ans, du coup, t'avais eu une évolution quand t'as commencé. C'était qui tes premiers clients? Mon réseau personnel. Après, il y a eu pas mal d'évolutions, que ce soit au niveau contexte de la réglementation des prix immobiliers, des relations aussi qu'on a avec nos partenaires bancaires, sur tout ce qui est manière de faire. Avant, on déposait les dossiers papier dans les agences. Avec le Covid et la digitalisation, ça nous permet effectivement de traiter par mail, par lien sécurisé pour nos clients, et c'est plus facile. Ça nous fait un gain de temps pour tout le monde. Il y a des dossiers qui t'ont marqué au début, ou t'as eu des doutes ou... Oui, parce qu'effectivement, d'une banque à une autre, c'est pas du tout la même politique. Il y a des choses qui se font dans certaines banques qui se font pas dans d'autres. Donc, moi, je suis arrivée avec mes certitudes de mon ancien réseau bancaire. Bah, des fois, pas la même chose dans les autres partenaires bancaires que je sollicitais. Et effectivement, ça peut être un petit peu perturbant. Aussi, la relation avec tes clients qui est pas la même. Certains clients jouent pas franc jeu, sollicitent leur banque de leur côté, etc. Il y a un petit temps d'adaptation à tout ça, d'appréhender cette partie-là du métier que j'avais pas en tant que conseillère bancaire. En même temps, c'est quoi que tu aimes le plus dans ton travail? C'est que les gens que j'accompagne effectivement dans leur financement fassent des petits mots, suivre effectivement l'évolution de certains couples. Je les ai accompagnés pour leur achat de résidence principale. Ils changent de résidence principale, ils me rappellent, ou ils font un investissement locatif. Donc c'est aussi une relation qui se noue dans la longueur en fait. Ouais. Donc c'est super. Et puis c'est plus un réseau qui recommande comme quand tu étais en banque, mais c'est Aurélie Léon. Oui, tout à Ça, fait. c'est agréable. Oui, puis là, en plus, avec mon changement de réseau de courtage, j'ai pu voir qu'effectivement, les clients me faisaient confiance. En fait, ils me suivent. On parle souvent que des points positifs. Il y a des erreurs, des choses que tu as appris, ou tu as progressé dans ta façon de faire. Ou... Bien sûr, tout le monde fait des erreurs. On apprend un nouveau métier, effectivement, on fait des erreurs sur effectivement des échanges qu'on peut avoir avec les clients. Effectivement, au fur et à mesure des dossiers, on s'améliore aussi à ce niveau-là. Des erreurs sur ce que moi je pense finançable par rapport à mon analyse, mon expérience et ce qui peut l'être aussi aujourd'hui. On est dans un contexte avec une réglementation qui est plus stricte qu'il y a quelques années, peut-être avec aussi des conseillers bancaires qui ont moins cette analyse en fait profonde du dossier. Ouais, des fois, je pense que c'est finançable, mais c'est que des fois, le banquier n'a pas la même interprétation que nous. Tout à fait. Parfois, c'est un peu la mauvaise période dans laquelle le dossier est présenté et qui serait sorti quelques mois avant. Des fois, il y a une petite part de chance ou de malchance qu'on peut avoir. Oui, tout à fait. Après, effectivement, en fonction de la période, en fonction de l'évolution des taux, qui sont soumis des fois à des contextes internationaux qui font que les taux évoluent pas forcément dans le bon sens et assez rapidement. Effectivement, il y a plusieurs choses, plusieurs paramètres dont on ne maîtrise pas forcément toujours les aboutissants. Je trouve que c'est plus facile d'avoir des prêts où il y a des règles autour qu'on va mettre durcies ces dernières années et qui mettent en difficulté nos clients à avoir leurs prêts. Alors, je pense que les règles ont énormément durci, notamment pour tout ce qui est investisseurs locatifs. En fait, avant, on calculait un différentiel entre leurs futures charges, leurs revenus qu'allait générer effectivement cet investissement. Aujourd'hui, c'est plus du tout le même calcul, où effectivement, on tient compte de leurs charges. Les revenus, c'est pris en considération sur une partie, 70, 90%. En tout cas, pour les investisseurs locatifs, c'est beaucoup plus compliqué. Sur de la résidence principale, les règles ont durci. Avant, c'était 33% sans prendre en compte l'assurance emprunteur. Arrivé à un certain âge, l'assurance emprunteur peut représenter une partie importante du coût du prêt. Des fois, ça peut jouer aussi sur ça. Je te rejoins, j'ai l'impression aussi qu'on a eu de complexité plus par exemple les projets de construction. Et depuis quelques années, où il faut plus de l'épargne résiduelle, de l'apport, où ces dossiers sortent un peu plus facilement. Il y a quelques années, je sais pas si tu partages. Oui, effectivement, il y a certains projets comme la construction où les banques sont très prudentes sur ce type de projet, avec une épargne après projet qui doit être assez conséquente, alors qu'il y a quelques années, on pouvait financer
sans apport et avec une épargne moins conséquente en tout cas derrière. J'ai l'impression que le profil de client, de courtier, quand tu as commencé avec les clients 2017-2018, c'est plus aujourd'hui les mêmes profils. On les attend plus la même chose du courtier. Je sais pas si toi t'as un ressenti par rapport à ça. Je pense que ça a changé, ça a évolué, parce qu'il y a eu des périodes où les taux étaient très très bas. On n'avait pas forcément la même clientèle qui venait nous voir. On avait des clients qui venaient renégocier leurs prêts pour faire effectivement des économies quand les taux étaient très bas. Aujourd'hui, le métier de courtier, tout le monde sait ce que c'est un courtier. Il y a des courtiers dans différentes branches, courtier en travaux, courtier en assurance, enfin voilà. C'est des métiers qui se sont développés. Du coup, c'est plus le même accompagnement. Des fois, effectivement, on a des gens, ils sont totalement perdus. Les chiffres, c'est pas leur truc. Donc ils font appel à nous pour effectivement sécuriser leur projet. Et puis on a des clients, c'est des primo-accédants, c'est un premier achat, c'est un achat important. Donc ils ont besoin effectivement qu'on soit là pour les accompagner. Quand on a commencé que les clients, c'était vraiment là pour avoir les meilleures conditions possibles. Ils aimaient bien être accompagnés, mais c'était surtout pour faire le maximum d'économies. Aujourd'hui, ils veulent toujours gagner de l'argent, ce qui est logique quand on bosse par un courtier. Mais c'est de plus en plus, je vous délègue l'accompagnement, j'ai pas envie de m'en occuper, j'y connais rien, on a plus besoin de les convaincre sur le bien, mais maintenant c'est allez-y. Ouais, tout à fait, parce que déjà, en fonction des clients, il y en a qui ont même du mal à obtenir des rendez-vous avec leur conseiller une fois qu'ils ont plus ou moins acté leur projet. Effectivement, on a des gens qui nous contactent parce que, en termes de délai de réponse de leur banque, c'est assez long. Du coup, c'est aussi l'obtention du financement qui est visé aujourd'hui avec un contexte un peu plus dur qu'il y a quelques années. Comment t'as ressenti l'évolution de la digitalisation dans notre travail? T'en parlais tout à l'heure, déposer en papier au début dans les banques. Oui, ça nous fait gagner du temps à nous, aux banquiers. On envoie nos dossiers et à l'ensemble des documents du dossier des clients qui sont présents. Donc, ça lui permet de vérifier tout ce qu'on notifie. Le fait de passer par des interlocuteurs aussi qui nous sont dédiés, ça, en termes de délai de réponse, on est sur quelque chose de plus rapide qu'on a pu connaître. Et tu sens que le 2017 quasiment en dehors. Le rapport avec les banques, il a évolué. Oui, parce qu'effectivement, il y a des services prescripteurs qui se sont mis en place dans certaines structures bancaires. C'est pas le cas dans toutes les structures bancaires. Il y en a où on passe encore directement avec les conseillers, ou d'autres, effectivement, on passe par le service prescription. Dans les services prescription, c'est des personnes qui font que ça. Elles ont un volume de dossiers à traiter qui est assez conséquent. Et des fois, je pense qu'effectivement, ça manque un peu d'analyse plus profonde sur certains dossiers. Comment tu as traversé les différentes crises qu'on a rencontrées entre le Covid, des taux, le taux d'usure? Un Covid, particulier, comme tout le monde, je savais pas ce qui allait se passer. Ça faisait 1 an et demi que je m'étais lancée à mon compte. Donc, ça a été quand même une période de gros doutes. Après, effectivement, période de taux d'usure. C'est pareil, un volume de dossiers qui passe moins conséquent parce qu'on était effectivement bloqué, même sur des dossiers qui étaient largement finançables à cause du taux d'usure. Donc, il y a une activité moindre pendant cette période. Je suis allée donner des cours d'économie pendant cette année un peu particulière à des BTS parce qu'effectivement, j'avais envie de garder une activité assez conséquente. Ok. Je savais pas du coup, je l'apprends. Ouais. Après le Covid, ce qui est bien, c'est que c'était 2 mois un peu, on était dans le flou. Par contre, après, ça avait été dynamique. Ouais, il y avait une grosse vague de Parisiens qui sont arrivés sur la région. Ils visitaient même pas les biens, ils regardaient la vidéo, ils se positionnaient sur le bien. Il n'y avait pas de négociation possible. En termes de volume d'actes d'achat et de vente, c'était une période effectivement très importante. Effectivement, on a eu une grosse reprise d'activité suite à cette période-là. Je suis d'accord, c'était assez fast. Et derrière, on a eu quand même une difficulté à faire sortir les dossiers qui était assez importante. Sur notre secteur, on avait de la chance d'avoir une ou deux banques qui essayaient de s'adapter sur le taux d'usure. Mais les portes étaient vraiment fermées au niveau des banques et c'était compliqué, quoi. Ouais, donc c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, même au niveau de l'État, en termes de temps de réaction, il a fallu une augmentation régulière des taux d'usure en fonction des taux des prêts, qui a été un peu lente à se mettre en place. D'ailleurs, ça a été reproché à la Banque Centrale Européenne aussi d'avoir mis un peu de temps à réagir à tout ça. On se rend compte, certaines banques, la réglementation est totalement bloquante et certaines n'essayent pas de trouver de solution. Elles se cachent derrière la réglementation en disant c'est comme ça, on peut rien faire. Heureusement qu'effectivement, on a eu quand même 2 voire 3 banques qui étaient encore positionnées sur le marché, mais c'est vrai que c'était très limité en tout cas. Il y a eu des moments de doute où des fois t'as failli tout arrêter. Oui, je pense que c'est totalement humain d'avoir des doutes, de se remettre en question aussi. La période, en plus, on s'y attendait pas du tout parce que c'était suite au déclenchement de la guerre en Ukraine. On était sur une période faste où on faisait énormément de dossiers avec tout ce qui était renégociation et de se retrouver face à cette situation-là, c'était une première. Après, aujourd'hui, dans mon expérience professionnelle, c'est un atout, je pense, de pouvoir avoir fait face à cette situation-là, d'avoir trouvé des solutions aussi pour continuer à avoir de l'activité, en fait. Ça te permet aussi de te dire, voilà, faut que je reparte au charbon, je retrouve d'autres clients, comment je fais pour retrouver d'autres clients, donc c'est important aussi. Ça a été la grosse phase de doute de toute ta carrière où t'as eu.
Ouais. J'ai l'impression qu'il y a ces phases où aussi au début, des fois si on a une difficulté sur un dossier, on dit ah, je vais tout arrêter. Puis en fait après, on commence à se sécuriser dans son travail en disant, bon, de toute façon, il y a toujours des périodes plus intenses, des périodes plus creuses. Oui, après, on sait qu'aussi l'immobilier, c'est plutôt saisonnier. On a la période printemps-été qui est plutôt faste en termes d'achat immobilier parce que tout le monde veut être sur sa terrasse l'été, à boire un coup avec ses potes, etc. Donc c'est plutôt saisonnier. Ce qu'on voit de moins en moins, je trouve que ça disparaît, cette saisonnalité au fur et à mesure des années. Oui, effectivement, des doutes, des remises en question et la persévérance. De toute façon, c'est un métier dans lequel il faut persévérer. Des fois, on fait un montage de dossier, ça passe pas de cette manière-là. Faut réfléchir, faut échanger. C'est l'avantage de chez Acte en Main où on est beaucoup avec plein de réseaux de banques différents et du coup de pouvoir échanger, de dire bah voilà, moi je le montrais comme ça, le dossier, etc. Donc, pour essayer de le représenter de manière différente et d'obtenir un financement. Et toi qui as accompagné des centaines et des centaines de clients, il y a des dossiers qui t'ont marqué? Oui, j'ai des dossiers qui m'ont marqué. Il y en a un en particulier. Bah là dernièrement effectivement j'ai une cliente qui est venue me voir parce qu'elle avait eu des refus. Elle avait fait appel à un autre courtier mais elle avait eu que des refus. Du coup moi j'ai repris le dossier et je l'ai monté de manière un petit peu différente et on a eu un accord dans les 10 jours suite à l'envoi du dossier. La cliente m'a remercié et remercié et encore remercié parce qu'en plus c'est un projet de vie pour elle derrière. Ça se rappelle ce que tu avais modifié? Oui, bah là c'était pour un pré-relais. Il avait été présenté initialement en différé partiel. Effectivement, le client devait payer un petit peu d'intérêt. Et comme elle est à son compte en tant qu'auto-entreprise, la totalité des revenus n'était pas pris en compte. Et moi, en fait, j'ai demandé le financement en différé total. Donc c'est ça qui a permis. Ce qu'on apporte, c'est qu'on a une connaissance de toutes les banques, que des fois, il y en a une qui a une façon de travailler qui va correspondre au client, mais que le client ignore, quoi. Oui, tout à fait. Il y a des banques qui font certaines choses très bien et d'autres sur lesquelles ils sont pas du tout positionnés, comme le pré-relais, etc. Alors que d'autres concurrentes proposent des solutions qui sont très adaptées. Le fait d'avoir les connaissances sur l'ensemble des établissements bancaires, ça permet de trouver généralement une solution en termes de financement. Il y a des idées reçues que tu entends encore sur les courtiers par les clients ou de moins en moins. Oui, encore, oui, bah moi je fais confiance à mon banquier. Oui, ah, c'est pas forcément parce que vous lui faites confiance qu'il vous proposera les meilleures conditions. Aujourd'hui, la fidélité, c'est pas forcément toujours ce qui est récompensé. Après, quand je fais ma découverte aussi avec les clients, je pose toujours la question de savoir s'il y a une banque qui est rédhibitoire. Parce que si on sollicite les banques, c'est la meilleure proposition. Si on fait le forcing, généralement ça se passe mal derrière. Donc en fait, je pose toujours la question. Et s'il y a une banque qui est rédhibitoire, je la sollicite même pas. Moi, quand j'ai reçu les propositions des différentes banques, en fait, je laisse le choix à mes clients sur les 3 meilleures propositions que j'ai reçues. Et c'est le client qui choisit la banque avec laquelle il va aller travailler. Moi, je poursuis mon accompagnement au niveau du rendez-vous bancaire, etc. Mais c'est le client qui fait le choix. Tu vois quoi comme évolution dans le métier de courtier? Tu penses que les 5 prochaines années vont ressembler aux 5 dernières ou... L'évolution, c'est sûr qu'il va y en avoir avec l'IA qui aujourd'hui est intégrée dans les banques. Effectivement, des fois, quand on saisit des dossiers, on a un retour dans les 30 secondes qui suivent. Voilà, c'est une préanalyse IA qui est faite, hein, Ouais. donc cocher certaines cases. Mais effectivement, on aura une évolution du métier parce qu'on est aussi soumis à l'évolution des taux en fonction notamment du contexte international, les décisions prises par la Banque Centrale Européenne. Après, aujourd'hui, il vient dire que les clients qui achètent font de plus en plus appel à un courtier. Je suis pas, en tout cas, inquiète sur mon avenir. La question que j'avais, si tu pensais que l'IA allait remplacer l'humain. On n'est pas irremplaçable. Je pense qu'il faut l'utiliser comme une aide, mais l'analyse du dossier, il faut qu'elle soit faite par une personne en fait, parce que c'est tellement varié, il y a tellement de dossiers particuliers qu'on peut rencontrer. On n'a pas que des dossiers qui se ressemblent. Ça en fait, une IA pourra pas gérer. Il faudra que ce soit une personne qui analyse et qui prenne en considération certaines choses pour pouvoir se positionner sur le dossier. Je pense qu'une IA pourra pas remplacer tout de suite notre expertise. Notre patte à nous peut faire bouger quelque chose qui est interprété d'une autre façon et qui pourra permettre à notre client d'avoir le dossier, quoi. Oui, et puis on peut monter le dossier d'une certaine manière et que l'IA, je pense qu'elle fera sur du standard en fait si on l'utilise pour monter des dossiers de financement. Et je pense qu'avec l'expérience qu'on a en tant que courtier, on présente les dossiers d'une certaine manière qui n'est pas forcément du standard. Dans ta boule de cristal, les taux ils vont augmenter ou ils vont baisser? Je dis souvent à mes clients que j'ai pas la boule de cristal. Je pense qu'on va avoir une petite augmentation. C'est pas aussi drastique que ce qu'on avait pu rencontrer suite à la guerre en Ukraine. Ça augmente petit à petit, mais c'est moins problématique en fait. Donc c'est quand même le moment d'acheter ou faut attendre? C'est le moment d'acheter. De toute façon, il n'y a pas de bon moment. Chacun a sa propre situation. De toute façon, si les taux sont un peu hauts, bah, dans quelques années, peut-être que les clients pourront renégocier leur prêt parce que les taux auront baissé. Puis aujourd'hui, on part sur 25 ans. On sait très bien que ce ne sera pas la durée réelle du prêt puisque les clients vont revendre, vont avoir des rentrées d'argent, ils vont rembourser par anticipation, etc. C'est la durée des fois au départ, mais dans la vie concrète, ça se passe jamais comme ça. S'il y a un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait acheter un bien immobilier, c'est à quel moment qu'il doit te contacter? Aujourd'hui, en fait, moi, je fais beaucoup de calculs de capacité. Du coup, je rencontre effectivement les clients qui ont projet d'acheter
dans les prochains mois, qui permet effectivement de préparer au mieux leur projet, notamment en termes de gestion de compte. On sait que les banques regardent la gestion des comptes. Ça permet aussi de partir sur une capacité réelle et pas de se dire ce bien-là il me plaît bien, je vais me positionner dessus, mais finalement quand je fais le calcul de ce que je peux emprunter, je suis un peu trop haut et d'avoir des désillusions par rapport à ça. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut acheter, effectivement, faut qu'il se fasse calculer sa capacité. On la calcule aussi en fonction de ce que le client souhaite. Aujourd'hui, il y a une norme, c'est 35% d'endettement avec l'assurance emprunteur, mais il y a des clients qui veulent pas rembourser 1200 euros par mois. 800 euros pour eux, c'est ce qui leur convient. Donc on calcule aussi leur budget en fonction de ça en fait. Si tu pouvais revenir en arrière et tu voyais la Aurélie de 2017, tu lui conseillerais quoi? J'aurais sauté le pas plus tôt. Le fait d'être indépendante, il y a des avantages. Tu t'adaptes tes horaires de travail à ta vie personnelle. Alors après, on travaille beaucoup, faut pas se cacher. Hein. Par rapport à la banque où j'avais beaucoup de vacances, Ouais. c'est la partie un peu moins glamour de travailler plus régulièrement et beaucoup. En une phrase, pourquoi les gens devraient faire appel à toi? Parce que moi, c'est un accompagnement complet avec une totale transparence. Je mets toutes les chances de leur côté pour qu'ils puissent obtenir le meilleur financement pour leur projet. Je suis de leur côté. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver tes coordonnées si on va faire appel à tes services? On peut trouver mes coordonnées sur Acte en Main, sur la page Facebook, Insta, sur le site d'Acte en Main. N'hésitez pas, pour contacter Aurélie. Merci. Merci en tout cas d'avoir pris du temps. Avec plaisir.